Alors, Dada Animation, c'est un studio qui a maintenant 6 ans, un studio d'animation fondé par des vétérans de l'animation qui viennent de la 2D, de la 3D, des effets spéciaux comme moi, mais aussi du jeu vidéo, qui s'intéresse depuis sa formation à l'apport des nouvelles technologies dans les films d'animation, dans les séries, même dans les nouveaux produits de l'animation. L'idée, c'est de décloisonner l'animation, de s'intéresser aux nouvelles manières de faire et aussi aux nouveaux marchés comme l'animation pour le documentaire qu'on fait beaucoup par exemple, ou la XR, des expériences immersives, des choses comme ça. Au début de la fondation de Dada Animation, ce qui faisait l'actualité, c'était surtout les moteurs de jeux vidéo, les Unreal Engine, les Unity qui arrivaient dans l'animation. Et puis bien sûr, depuis quelques temps, il y a des nouveaux joueurs dans les manières de faire des images, comme l'IA générative, qui est un sujet qui m'occupe beaucoup. Et mon rôle, moi, c'est de faire de la veille technique, mais aussi de la veille des talents qui vont avec ces techniques. Et puis, autour de l'IA générative, ce qui nous occupe surtout, ce qui m'occupe surtout, moi, c'est de la veille critique, on va dire. Et dans ce cadre-là, je suis même impliqué dans des groupes de travail interstructurels avec d'autres studios, avec des laboratoires, avec des écoles. Alors, directeur de l'innovation, c'est un peu double casquette, même si j'en ai qu'une aujourd'hui. C'est effectivement regarder l'existant, voir s'il est utile, implémentable, le tester, trouver les bonnes personnes pour le faire, parce que c'est pas parce qu'on a testé nous-mêmes quelque chose et que ça marche pas qu'on l'a bien testé, donc il faut vraiment les bonnes personnes. Donc faire aussi de la veille sur les talents, encore une fois. Et puis il y a des choses à très long terme aussi, donc ça c'est mon autre casquette, directeur de l'innovation dont j'ai pas encore parlé, qui est de collaborer avec des laboratoires, de faire de la recherche. Alors quelquefois c'est des laboratoires de sciences humaines qui vont regarder tiens comment ça impacte les gens eux-mêmes dans leur travail, dans leur humanité, j'ai envie de dire, au travail. Je collabore aussi avec des laboratoires pour développer des nouveaux systèmes. Par exemple, Dada est le coordinateur d'un dossier ANR, donc c'est financé par l'Agence nationale de la recherche, c'est un peu le CNC de la recherche, qui finance un projet sur 4 ans dans lequel on étudie les manières d'éditer de l'animation, donc c'est les animateurs qui vont manipuler ça, avec autre chose que la souris ou le stylet, avec la voix, avec les gestes. Ce qu'on remarque en fait, c'est que dans le monde des effets spéciaux, il y a des IA qui marchent très bien parce qu'elles sont entraînées sur des images réelles. Les images réelles, il y en a à foison depuis la naissance du cinéma. Et donc ça fait des bases de données aussi qui sont solides et qui font que ça marche. Et en plus, il y a moins de problèmes légaux là-dessus. Donc en fait, il y a, je pense, pas une société d'effets spéciaux sérieuse qui n'a pas un département dans lequel ces outils sont implémentés. Les IA, il y en a qui se construisent autour de données, on va dire légales et éthiques. En fait, elles sont très peu ces données. Donc en fait, il y a très peu d'IA qui peuvent servir en animation. Donc les seuls qui peuvent marcher, et aussi pour une autre raison, c'est lors des designs ou du moodboarding, de la recherche en amont. Pourquoi ça peut marcher là? Parce qu'en fait, il y a tellement de travail derrière avant l'image finale que ça protège aussi le copyright. C'est-à-dire quand on dépose une image finale, il faut avoir prouvé un travail d'auteur. Et donc si c'est l'IA qui l'a généré, cette image finale, toutes les jurisprudences du monde, et même la Chine dernièrement, la semaine dernière, a montré que ça ne suffit pas pour déposer un copyright. Et en plus, il y a le problème vraiment de la nature de ces IA. C'est un peu, je dis souvent, c'est un peu comme les diamants du sang. Ça reste des diamants, mais il y a un petit problème éthique à les utiliser quelquefois. Cela dit, il y a des IA qui arrivent qui sont mieux entraînées, éthiquement et légalement, donc elles vont poser la question de est-ce qu'on les utilise ou pas, donc c'est là qu'il faut regarder si elles marchent ou pas. Nous-mêmes, on voit ce qui marche le mieux, ce qui peut être utilisé en animation, c'est des IA qui transforment par exemple de la 2D qu'on peut générer nous-mêmes en 3D. Et dans beaucoup de cas, ce qui est surtout utilisé dans toutes les entreprises, et quelquefois même sans que les managers le savent, c'est les large language models, les modèles larges de langage, par les gens qui font la communication, la traduction, même des codeurs, pour des petits effets. On découvre quelquefois des usages en interne, ce qu'on appelle du shadow IA, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que les gens l'utilisent et l'utilisent. Et donc ça peut poser des problèmes de fuite de données, etc. Donc il faut vraiment, encore une fois, l'information, l'éducation, c'est très important. On a découvert chez nous, par exemple, que certains des graphistes demandaient à des IA internes à pondre des petits codes pour faire des interfaces, des maquettes d'interfaces, pour pouvoir discuter avec les codeurs, les vrais codeurs, pour dire, vous voyez, c'est plus ça que je veux, et apprendre les termes, etc. Donc elles se faisaient coacher par une sorte d'assistant technique pour proposer des maquettes meilleures que ce qu'ils auraient fait eux-mêmes. Chez Dada, puisque depuis le début, on s'ouvre et on se promet même d'être adapté à plein de situations, en fait, chez nous, les projets, on n'impose pas une forme. Ils peuvent être 2D, 3D, mix, avec du Blender, du Maya, du Unity, du Unreal, tel ou tel outil, de la XR ou autre. De l'animation VR qu'on a fait, en fait, ça dépend du projet. Alors quand on travaille par exemple en prestation, c'est là où c'est plus visible. Les projets, par exemple, documentaires arrivent. Ils viennent avec des contraintes, budgétaires d'une part bien sûr, mais aussi des contraintes éditoriales, scénaristiques, stylistiques. Et on met en face à la fois des
des auteurs. On a chez nous quelqu'un comme Jérôme Mouscadet qui est producteur artistique avec une grosse expérience. Et puis, point de vue technologique, on met en face des choses très variées. Donc on a un pipeline dont le cœur est personnel, on l'a développé nous-mêmes. On espère un jour l'open sourcer. Un pipeline qui s'appelle Cooley, qui a été développé par un des cofondateurs qui vient du monde du jeu vidéo, qui est architecte logiciel, qui vient du monde du jeu vidéo. Et donc on a quelque chose d'assez flexible à la fois techniquement et dans les savoir-faire qu'on peut mettre en face. Et du coup dans les styles et les types d'images qu'on peut livrer, je pense. L'année passée, on a travaillé avec Sepia, donc un producteur de documentaires strasbourgeois, de grande expérience. On a travaillé sur un projet qui s'appelle Ils étaient des millions, une des grosses séries documentaires d'Arte, France et Allemagne, qui parle de l'émigration de l'Europe après les guerres de religion jusqu'au 19e, 20e siècle. À cette époque où les grands migrants de cette partie, on va dire, du monde, c'était les Européens. Les premiers camps de migrants qu'il y a eu en Angleterre, c'était des Allemands qui parlaient une autre langue et qui avaient une autre religion, qui était mal reçue, comme voilà, ce qu'on voit hélas se passer maintenant. Donc c'est un énorme projet de 3 fois 1 heure sur lequel la moitié est animée. Alors d'une manière ou d'une autre, il y a en fait plusieurs régimes d'images, il y a des archives qu'on rend un petit peu volumiques, dans lesquelles on peut pénétrer. Il y a de la reconstitution de scènes, parce qu'en fait beaucoup de ces migrants-là ont laissé des journaux, c'était des gens très érudits souvent, donc ils laissaient des journaux très précis avec des aventures incroyables. Certains sont devenus indiens, façon de danser avec les loups aux États-Unis. Donc il a fallu remettre ça en scène. Et bien sûr, il n'y avait pas trop de photos à l'époque, pas trop même. Il y avait quelques gravures, mais il a fallu en fait redessiner ça. Donc c'est un projet qui est beaucoup en 2D, animation 2D avec des astuces et même des effets spéciaux à base d'encre diluée, des choses assez tactiles. Et puis il y a de la 3D aussi, il y a de la cartographie que je trouve très réussie. Et d'ailleurs même dans ce qui est animation 2D, en fait, il y a beaucoup de plans qui sont faits dans des moteurs de jeu en 3D, mais avec un look 2D. Il y a même de l'augmentation d'animation par IA, mais qui n'est pas générative. C'est de l'IA qui permet de faire de l'interpolation d'images, qui a permis d'accélérer un peu les procédés. Et donc on a été assez novateur. On a eu d'ailleurs des aides du CNC pour ça, sur ce projet-là, qui nous a occupé longtemps. Il faut dire que c'est un projet qui a été compliqué à monter, parce qu'il a eu 5 réalisateurs et réalisatrices. Dans les actualités d'animation, on est en fait dans la fabrication d'une série, une adaptation en animation 3D et live de Pif Gadget. Donc c'est Pif et Hercule se mettent au vert. Et c'est une collaboration donc avec Quad, avec les ayants droit de Pif Gadget. Et aussi avec The Explorer, qui est une base de données d'images qui parle de la nature, qui montre la nature. Et en fait, Pif est devenu vlogueur. Sachez-le, et il explique à Hercule qui n'y comprend pas grand-chose, pourquoi il faut sauver la planète, en quoi elle est belle, etc. Donc il se mêle, quand ils sortent de leur studio YouTube, ils se mêlent dans des images réelles. Et donc c'est ce qui nous occupe beaucoup en ce moment, en plus d'autres documentaires et j'espère bientôt des grosses expériences VR autour du patrimoine français.